Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour ce nouveau coup d'état à la maison, c'est l'épisode 2, alors on verra combien il y en aura en fonction du temps du confinement. Aujourd'hui, on va accueillir 3 personnes. On va accueillir Chanty de Chanty Biscuit qui va venir nous parler un peu de ce qui se passe, de la mise en pause de son business pendant le confinement. On va accueillir Alice Zaguri qui est la CEO et une des cofondatrices de Family qui va nous parler aussi un peu de son actualité. Et on va accueillir Jedi qui est growth hacker et qui a bossé avec moi chez Buggy Next Door avant, qui a bossé chez The Family récemment et qui entre-temps a créé pas mal de muses et un très très bon growth. Donc il va nous parler et répondre un peu à toutes vos questions et aux questions qu'on a pu recevoir en amont sur les stories de coup d'état. Donc sans plus attendre, je vais ajouter Chanty au live et comme ça on va pouvoir commencer à discuter tranquillement. Le suspense est insoutenable. Salut. Salut toi, ça roule? Bah ouais, toi. Ben ouais, ça va. Alors t'es où en ce moment toi? Je suis à Marseille, Ouais. dans l'appart d'un de mes salariés, qui a un truc. Ah bon bah c'est bien. Bon alors raconte-nous toi, comment ça s'est passé ces dernières semaines là? Bah, tout allait très vite. En fait, déjà, avant l'annonce du confinement, on commençait à plus avoir de travail, vu que nous, on bosse essentiellement pour l'événementiel et l'hôtellerie. Donc, on avait tout le B2B qui annulait ses commandes ou qui les reportait, et du coup, on avait plus grand-chose à faire à l'équipe de prod. Donc, à la fin, c'était un peu chaud. Et déjà, le vendredi, avant le week-end où ils ont annoncé la fermeture des bars et restos, parce qu'il nous restait encore les cafés, quoi. Donc, Ouais, c'est-à-dire le café, le B2C, même si on avait beaucoup moins de commandes. Et donc, avant ça, on avait déjà décidé de mettre l'équipe en chômage partiel et de les faire bosser un jour sur deux. Même la prod, tu vois, de faire produire un jour sur deux ou sur trois. Et quand le week-end, ils ont annoncé que ça fermait, ben, on s'est dit, bah, de toute façon, on va plus rien avoir à faire. Très, très peu de commandes. Donc, autant fermer, quoi. Voilà. ouais. Donc il y a eu Mais cette grosse décision là, t'as écrit un article pour raconter un peu comment ça s'était passé? ouais, bah en fait, au début, la décision n'a pas été dure à prendre dans le sens où bah, je me suis dit on maîtrise pas la situation et on peut rien faire. Enfin, c'est pas comme si j'avais le choix sur mes épaules, enfin le poids du truc quoi. Je me suis dit bah là on peut rien faire et tout s'est enchaîné vite parce que du coup il fallait faire la démarche sur staff machin, tout fermer la prod, ça veut dire tu vas arrêter tous les contrats, alarmes, énergie, tout ça, donc il y a pas mal de trucs à faire. Et en fait, c'est au moment, le lendemain, non, le jour même, je sais plus quand, où j'ai commencé à rédiger le message à balancer sur les réseaux pour dire que c'était fini, enfin, temporairement. C'est là où c'était dur, quoi. Bah, ça y est, je veux dire à tout le monde, on prend plus de commandes et tout. Là, j'avais un peu les larmes aux yeux. Et puis après, le lendemain, une fois que j'étais là dans l'appart et que je me dis, bon, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc là, ça va mieux. Ouais. Non mais c'était parce on a pas mal de gens dans la communauté Coup d'État qui nous ont écrit en nous disant moi je suis en e-commerce, je vends des produits physiques, enfin tu vois tous les types de business qui se rapprochent un peu du tien et qui ont dû prendre cette décision d'arrêter. Tu fais quoi maintenant? T'animes Instagram beaucoup? En vrai, le lundi, là, avant le confinement, c'est sûr que c'était un peu chaud. Là, tu te dis, bah, ok, je ferme la boîte et tout. Et le lendemain, en fait, comme c'est pas une décision qu'on a prise, enfin, on était obligé de la prendre, on n'avait plus rien à faire. Et ben, au final, j'avais l'esprit assez léger, tu vois. Et de me dire, on a Ouais. été hyper soutenus. J'ai reçu plein de messages de partout, de gens qui me disaient, on sera là, on vous envoie plein d'amour, tout ça. Et au final, c'est là, bah, en fait, j'ai plus la charge mentale du business, du quotidien. J'ai plus la pression du chiffre, j'ai plus rien, on n'a plus qu'à attendre que ça passe. Alors autant kiffer. Et du coup, je me suis dit, moi, ma mission là, pendant le confinement, c'est de maintenir la communauté sur Insta pour que le jour où ça reparte, bah, tous les gens soient là et qu'ils continuent à nous suivre, quoi. Sans avoir de biscuits. Du contenu sans biscuits. Mais pour le moment, je kiffe. Voilà. Donc je prends jour après jour, quoi. J'essaye de pas m'angoisser à voir trop loin, quoi. C'est trop bien. T'es toute seule là? Ouais, je suis toute seule. Ok, ouais. Et du coup, ça ressemble à quoi tes journées? Bah, déjà, je mets un réveil parce que je veux quand même garder un certain rythme, mais bon, je le mets beaucoup plus tard que d'habitude. Donc, je le mets à 8 heures. Et genre, je me lève, je prends mon petit déj en répondant aux mails, parce qu'on a quand même des devis qui arrivent, tout ça pour des mariages, tout. Donc, on n'a pas beaucoup, hein, mais bon. Je prends mon petit déj, je réponds aux mails, je prends ma douche, et puis ensuite, soit je fais des vidéos, soit je bosse. Il y a des petits trucs à faire avancer, quoi. Et puis voilà, quoi. J'ai pas encore mis Netflix ni rien, tu vois. Je sais pas d'envie de regarder des trucs. Pour l'instant, ça m'occupe assez de faire des vidéos, des photos, pas mal de FaceTime, de live Insta, voilà.
Ok. Et du coup, là, tu as lancé des lives comme nous, là. Tu as fait la Chant TV. Ouais, Tu accueilles des gens, tu es en train de créer des nouveaux formats, tu fais des reprises de bah ouais. chansons. Enfin, c'est l'occasion, en fait, de créer Ouais, des nouveaux contenus, quoi. ah, mais moi, je m'éclate, hein. J'ai fait un biscuit challenge. Les gens ont adoré. Et du coup, je réfléchis. On me demande d'autres challenges, mais bon, c'est pas évident à trouver le challenge avec des biscuits. Donc, il y a ça. J'ai lancé des lives et je voulais pas juste faire des lives où je raconte ma vie, moi, comme ça, quoi, parce que ça va. Au bout d'un moment, t'as rien à dire. Donc, j'ai fait un premier live comme ça en parlant avec les gens. Après, j'ai fait un live avec une personne de mon équipe en mode moi, je l'interview et après, les gens lui ont posé des questions. Hier, j'ai eu un invité, j'ai eu un compte Instagram que j'adore qui s'appelle À Juste Titre, vraiment dans le même esprit de Chantilly Biscuit. Et a priori, demain, je fais un blind test. On va tenter, on va voir ce que ça donne en live. Voilà. Trop bien. Trop bien. Du coup, il y a plein de. Et de divertir Ouais, les gens, quoi. bah ouais. C'est un peu ce que tu fais d'habitude, en fait, finalement. Genre Ah ouais. d'habitude sur Insta, tu divertis les gens, ça change pas tellement. Il y a eu, ça comment l'activité sur Insta? Ça a augmenté ou c'est comme Bah, non, d'habitude? il y a quand même moins de gens qui regardent des stories et tout. Ouais, il y a moins de gens. Après, les vidéos que j'ai postées, elles ont eu pas mal, enfin, audience habituelle, quoi. Mais ouais, en story, il y a moins de vues quand même. Ok, Mm. ok. Alors j'ai quelques petites questions qui ont été posées en amont de ce live. Euh, je vais t'en poser quelques-unes. Alors il y a une première question qui est comment je fais pour renforcer mon branding pendant cette crise? Alors, est-ce que c'est la question à laquelle tu as envie de répondre? Est-ce que toi, tu penses que ce que tu fais en ce moment, ça va renforcer ton branding? Et Ouais. est-ce que, pourquoi et comment? Ouais, bah en fait, moi déjà j'avais un gros sujet de comment me renouveler sur Insta, que je me posais depuis longtemps. Et en fait, pour la partie créative, c'est un truc, tu sais, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, il faut vraiment que je sois tranquille, tu vois. Que je prenne le temps, que je force pas le truc à me dire il me faut une idée, il me faut une idée. Et c'est quand je pense à rien que ça arrive en général. Donc déjà ça m'a aidé sur ça. Et ça me pousse à tester des trucs que j'aurais pas forcément peut-être osé ou pris le temps de faire avant et qui pourtant sont totalement dans l'esprit Chantilly Biscuit. Genre j'ai fait une vidéo où je me déguise et tout et elle est assez poussée quand même. Et je pense que ça a renforcé le branding dans le mode bah, elle va jusque-là quoi. Mais après, au-delà du contenu, je sais pas trop, mais c'est sûr que dans le contenu, c'est le moment où tu peux aller plus loin et tu te dis de toute façon, moi j'ai rien à vendre là tout de suite, donc quoi qu'il arrive, il faut juste que j'amuse les gens et voilà. Vous gardez quand même les commandes, ce que tu disais, genre il y a quand même des commandes pour plus tard, pour des événements pour plus tard, etc. Ouais, mais Ça, c'est c'est des vraiment mariages. peu. Ouais. Ouais, j'ai l'impression de revenir au tout début de Chantilly Biscuit, là, quand t'es content, quand t'as une commande. Quoi. Ok, ouais, c'est marrant, c'est marrant. Et tu fais pas de biscuits toi là en ce moment? Ah bah C'est la non, grosse pause. non, bah en plus, c'est plus. Là, on a des machines. Ouais, On a pas une ligne industrielle, mais on a des machines et du coup, c'est pas du tout les mêmes pâtes, c'est pas les mêmes ouais, tout rendus. a changé. Ouais, je serais Tout a changé. incapable. C'était un des trucs qu'on m'a demandé aussi un peu avant là. C'est comment vous avez fait pour ajuster votre offre par rapport à votre demande et comment vous avez fait pour grossir. C'est un truc dont on a parlé tous les deux régulièrement. Je sais plus si on en parlait dans l'interview qu'on a faite il y a un peu plus d'un an. Je crois que c'était le tout début où vous commenciez à installer vos machines. Comment toi, tu as géré ce changement, ces changements de recettes, ces changements de production, etc. au fur et à mesure? Bah, là, on n'a pas adapté l'offre. Enfin, l'offre, elle a toujours été pareille. C'est plus qu'on a adapté, nous, la prod derrière pour pouvoir livrer et pour pouvoir continuer à être actif avec le volume. Bah, ça a été notre gros challenge. Hein. Moi, j'ai lancé Chantilly Biscuit en 2013 et c'est que depuis l'année dernière que maintenant la prod est au top et qu'on se dit on n'a plus du tout peur d'avoir des commandes et pas savoir comment faire. Mais ça a été, c'est pas simple, surtout quand tu fais tout toi-même. Mais ça, au début, c'était un peu du au pif. Hein. Enfin, moi, quand je suis allée voir les gens qui vendaient les machines de biscuiterie, quand j'étais toute seule à faire dans mon appart, le mec, il a rigolé. Hein. non, non, mais Chanty, mais vous vous rendez pas compte, les machines, c'est beaucoup trop gros pour vous. Ce que vous faites, il n'y a aucune machine qui permet de le faire. Vous ne pourrez jamais m'appeler de tout pris au sérieux. Et quand tu connais rien, bah, à un moment, tu fais un choix un peu au pif. Hein, puis après, tu te débrouilles. C'est C'est au classique, début. ouais.
Bah Ouais. ouais, c'était au début. Puis il y a des machines qui n'étaient pas ouf et tout. Puis maintenant, on arrive mieux à les faire marcher. Puis il y a des gens dans mon équipe qui savent mieux régler, mieux savoir. Mais tu ajustes au fur et à mesure, hein. Tu peux pas tout savoir dès le début de toute façon. Toi, une autre question qu'on a eue là, c'était sur ta vision à long terme. Alors, on parle beaucoup de vision sur coup d'État en général. Je sais que tu viens de dire aujourd'hui, je vis au jour le jour. T'as une Non, vision pour Chantilly Biscuit ou c'est juste tu te laisses porter par la vague? non, je vis le confinement au jour le jour, Ouais. Non, mais c'est pour voir ton état d'esprit encore maintenant, quoi. ouais, non, non, pour Chantilly Biscuit, enfin, je veux faire un gros truc, tu vois. J'ai du mal à, à vraiment poser un chiffre, tu vois, sur à partir du moment où je me dirais, ok, c'est bon. Mais je sais, quoi qu'il arrive, que je veux un lieu physique, pas forcément une boutique, tu vois, je veux un truc. J'ai une super idée. Et après, je me dis, moi, depuis le début, j'ai les États-Unis dans la tête, parce qu'il y a un très gros marché sur l'événementiel, mariage, baby shower et tout, c'est la folie là-bas. Mais bon, on a creusé le sujet, ça m'a un peu calmé, mais je me dis, une fois que j'aurai mon lieu physique et qu'on sera partout aux US, là, je me dirais, j'ai réussi Chantilly Biscuit. Ok, intéressant. T'avais organisé il y a quelques mois ton premier pop-up store, le Ouais. Chantilly Motel, là. Ça s'est passé comment, la préparation et Bah, tout le process? en fait, nous, on vend qu'en ligne à la base, donc on n'a jamais eu de point de vente physique, on n'a jamais été revendu nulle part. Mais là, je sentais qu'il y avait quand même besoin de montrer ce qu'était Chantilly Biscuit en physique, et même nous de rencontrer les gens, faire goûter et tout. Et puis pour moi, même au niveau du branding et de la marque, à un moment donné, il faut un truc physique, quoi. Sinon, enfin, ça fait plus vrai, quoi. Je sais pas, c'est dans ma tête. Et du coup, comme nous, on n'y connaît rien en retail, je me suis dit, je veux passer par une agence, parce que là, je suis quand même attendue sur ce truc, je peux pas faire n'importe quoi. Et du coup, moi, le brief à l'agence, c'était je veux proposer une expérience aux gens en rapport avec notre Insta, nos valeurs, un effet waouh, un truc complètement décalé et hyper Instagrammable. Mais je veux surtout pas une petite boutique de biscuits, quoi. Proposez-moi un truc. Et du coup, ils m'ont proposé un univers comme un motel, donc c'était le Chantilly Motel. Et c'était hyper immersif avec plein de clins d'œil sur notre Insta. Il y avait un coffee shop à l'intérieur, il y avait un petit stand pour faire des jeux en rapport avec les biscuits, un truc pour se faire ta manicure, pour avoir l'ongle parfait pour tenir ton biscuit pour ta photo. Et enfin, tout était hyper bien décoré. Il y avait plein d'activités, c'était génial. Ça C'était vous a quoi pris une combien de discussion de temps vente, toi? de créer ce truc-là? De quoi? Ça vous a pris combien de temps de créer ce truc-là? Euh, je pense qu'on a dû j'ai dû lancer l'agence en mai pour une ouverture début septembre, un truc comme ça. Ouais, je pense. Ok, ouais. Ok, trop cool. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre interview pour la formation Trouver des clients là. Mais du coup, tant qu'on est sur ce sujet d'acquisition, j'ai eu plein d'autres questions, bien évidemment, sur comment tu gères ton Insta, qui est aujourd'hui, je pense, le plus gros canal d'attraction. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon dont tu gères ton Insta? Est-ce que tu postes au jour le jour? Est-ce que tu as un planning? Comment tu fais pour avoir ce niveau-là sur Insta? Alors, bah déjà, le niveau, j'ai mis longtemps à l'avoir, hein, parce que des fois, les gens pensent que ça arrive comme ça, mais ça a mis du temps, hein. Bah, c'est moi qui gère tout déjà. Je choisis les biscuits, je fais les photos, je fais les légendes, je réponds aux messages, aux commentaires, les stories, tout. Et ça, au final, c'est un truc que les gens adorent, de savoir qu'ils me parlent à moi. Et même des fois, quand les gens envoient des messages en privé, très souvent, je réponds en vidéo. Tu vois, les gens, ils me posent des questions, c'est quoi les délais, machin. Bah, je réponds en vidéo et les gens, ils adorent. Laisse tomber, ils adorent. Et sinon, non, j'ai pas vraiment de planning. Juste, en fait, comme moi, je suis une semaine à Paris et une semaine dans le sud, où on fait les biscuits. La semaine où je suis dans le sud, c'est la semaine où je fais toutes les photos, du coup. Je fais aller pour entre une semaine et 10 jours de photos. Donc, je Ok. réfléchis au message, j'essaie de faire plein de thèmes différents. Tu vois, je vais faire un jour un thème un peu mariage, un jour un thème un truc décalé, un jour un peu insulte, tout ça, pour pas faire toujours la même chose. Et ensuite, je j'ai pas de planning, je poste au jour le jour. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'aime bien écrire ma légende le soir, le soir, et je le planifie le post sur Facebook Creator, enfin, je le prépare pour le lendemain. Et voilà. Après, des fois, je planifie à l'avance. Par exemple, si fête des mères, Saint-Valentin, tout ça, je sais qu'il faut que le jour J, j'ai un post Saint-Valentin, une semaine avant et 2 semaines avant, par exemple. Donc là, je sais que je dois les poster, même si des fois, je les trouve au dernier moment. Mais moi, je fonctionne mieux dans le last minute. C'est un peu dur pour mon équipe, mais moi, je suis quelqu'un, plus tu essayes de me mettre dans des cases et de m'organiser, moins j'aime.
Ok, donc il y a quand même une certaine préparation. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis sur le fait que ce soit toi qui réponde et que les gens sachent qui te parlent à toi. Qui est un truc qu'on voit de plus en plus dans les marques. Je pense à Tajine Banane, tu vois, qui fait ça hyper bien, qui fait les t-shirts à la fermeture éclair pour les mamans qui allaitent. On sait qu'on leur parle, qu'on lui parle à elle, enfin, à leur couple. Toi, maintenant, tu as ton Insta perso qui est quand même assez gros. Comment tu différencies ce que tu postes sur ton Insta perso de ce que tu postes sur ton Insta Chanty Biscuit? Alors, au début, j'avais que l'Insta Chanty Biscuit et mon Insta perso est pas très vieux. Et en fait, j'étais frustrée de ne pas pouvoir mettre des trucs du quotidien ou quoi, des trucs qui n'avaient pas de rapport avec Chanty Biscuit sur Insta, de ne pas pouvoir les poster. C'était plus pour mes potes à la base. Et du coup, je l'ai fait. Et en fait, cet Insta, celui où je vous parle, il a aucun rapport. Enfin, il n'a pas du tout vocation à grossir ou à. J'ai pas de stratégie dessus. Et j'ai même bloqué les réponses en story parce que c'est juste un endroit où je partage mes trucs, mes délires, mes blagues avec mes potes. C'est juste un endroit où je raconte ma vie, quoi. Et, Ouais, euh, ok. et là, je me laisse pas de filtre. Les photos sont vraiment prises à l'arrache, quoi. Mais les gens en général qui suivent les deux trouvent que celui-ci est plus rigolo parce que du coup, il y a beaucoup moins de limites. Mais des fois, je veux faire une story et je sais pas trop, sur quel compte je poste. Et je fais un peu. Ouais, j'improvise, quoi. Ouais, Mais les stories, par tu exemple, vas au je n'ai feeling. aucune préparation. C'est que du jour le jour. C'est hyper intéressant parce qu'il y a une vraie différence du coup en termes de business entre toi qui vis très bien dans le moment présent et dans le last minute comme tu dis et le reste de la team qui j'imagine pour gérer les commandes etc. Il faut avoir une certaine rigueur. Ouais. Comment t'as fait pour recruter des gens qui ont une rigueur alors que toi t'en as beaucoup moins? Justement, j'ai recruté Laurent, mon DG, qui est quelqu'un qui est très carré, très sérieux, très organisé, tout ça. Donc, c'est un peu c'est mon bon binôme, en fait, il me complète et il organise tous les trucs que j'organise pas, quoi. Mais après, comme moi, je suis la partie créa et market, je pense que pas que j'ai pas besoin, mais non, j'ai besoin de pas être dans un cadre, tu vois, et de me dire, je peux me laisser aller à n'importe quoi. Et comment j'ai recruté, il connaissait en fait son frère, connaissait une de mes investisseurs, et c'était pendant ma levée de fonds que j'ai retrouvé comme ça, quoi, même. Ok, ouais. Mais ça, parfois c'est pas facile, hein, parce que du coup, eux, ils essayent de me. Bon, des fois, j'ai besoin d'un peu de rigueur et tout, mais moi, j'aime bien qu'on me laisse aussi, donc des fois, c'est un peu pas facile avec l'équipe. Il y a une bonne question, enfin, ça me fait penser à ça. On demande est-ce que tu as hésité entre DG et associé? Comment ça s'est passé? Parce qu'à la base, c'était toi la CEO de Chanty Biscuit. À quel moment tu prends la décision de dire maintenant c'est Laurent? Alors là, il y a une longue histoire derrière ça. Donc, donc moi, j'ai commencé toute seule à la base dans mon appart en faisant les biscuits dans ma cuisine pendant 2 ans et je me suis pas du tout lancée en me disant je vais monter une boîte, je vais être entrepreneur, machin, pas du tout. Juste, je commençais, j'ai eu l'idée, je trouvais ça cool et je me suis dit je vais les vendre sans réfléchir, sans faire de business plan ni rien. Et quand Chantilly Biscuit a commencé à être trop gros pour moi, je me suis dit, là, il faut que je trouve des gens pour m'aider. Donc à ce moment-là, donc on est en 2015, je me suis associée avec 2 mecs. Et ça l'a pas fait. Au bout de 1 an à peu près, on s'est séparés grâce à Osama. Je te remercie. On s'est séparés. Et après, j'ai pas eu besoin de m'associer en fait. Enfin, je me suis dit, j'ai recruté un DG, mais je me suis dit, si je peux recruter, ça sert à rien que je l'associe, quoi. Mais du coup, toi, ça veut dire que ton rôle dans la boîte, c'est quoi? C'est que tu t'occupes de la com, c'est que tu t'occupes de tout, Moi, c'est... c'est la vision, c'est quoi Ouais. Chantilly Biscuit, vers où on va, c'est quoi qui est Chantilly Biscuit, c'est quoi qui est pas Chantilly Biscuit, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi les prochains projets, les prochains trucs, est-ce que ça correspond à la marque ou pas, parce que nous, la marque, elle est quand même hyper importante. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une marque plus que créer un business, en fait. Pour moi, le business, il découle de ce qu'on va faire de la marque. Et voilà, donc ça inclut forcément la partie market, com, branding, tout ça. Mais après, je suis un peu sur tous les sujets, hein. Mais après, tout ce qui est vraiment l'opérationnel, je suis pas dessus. Je suis plus dessus. Ok, ok. Donc, tu as réussi à faire ça. Comment tu l'as recruté? Il y a plein de questions. Visiblement, c'est un sujet qui intéresse bien les gens. Moi, Comment tu l'as recruté? Comment tu fais pour trouver un DG, en fait? Genre, il est devenu CEO de la boîte, du coup, en fait, à la en base, termes de en fait, titre?
En fait, j'ai fait une petite levée de fonds en 2018. Et là, je me suis dit, enfin déjà ma levée de fonds c'est un sketch parce que moi je gérais pas du tout les chiffres, enfin j'y connaissais rien. Enfin pour mon profil c'est juste le bac, donc tous les business plans machin, j'étais ouh. Et même Je connais, ouais. pendant la levée de fonds c'était vraiment un sketch. C'était genre, je me rappelle d'un rendez-vous et les investisseurs me demandent de ma marge, je sais quoi. Je dis bah écoutez, je ne la sais pas exactement. Je sais qu'on a des commandes, on a de la croissance, on a de la trésor, on est rentable, mais je n'ai pas le chiffre exact. Mais là, je vais recruter quelqu'un qui pourra calculer grâce à la levée de fonds. Bref. Et du coup, après la levée, là, maintenant que j'avais l'argent des investisseurs, je me suis dit, je ne peux plus jouer avec l'argent des autres, quoi. Enfin, il faut quelqu'un vraiment qui fasse, qui remette tout à plat et tout. Et donc, en fait, donc Laurent, mon DG, à la base, il bossait chez Nestlé Water et il cherchait une boîte à reprendre. Lui, il adore l'agroalimentaire, tout ça, et il trouvait pas. Et en fait, une de mes invests a fait passer la presse à des potes à elle pour en mode, est-ce que vous connaissez à la base, c'était un COO que je cherchais, un CEO. Donc, lui, la presse lui parvient. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, son frère lui fait passer la presse et il a vu les trucs un peu roses et tout. Il a dit non, mais ça, c'est une cagole du Sud, je regarde pas. Au début, il n'a même pas regardé. Et après, son frère, il lui a redemandé t'as regardé Chantier Biscuit quand même et tout. Et puis, il a dit c'est là où il a regardé. Et puis, en fait, c'est intéressant. Et je l'ai rencontré. Et à la base, on a fait un rendez-vous juste pour voir si j'avais le feeling. Parce que je me suis dit je vais pas reproduire la même chose que j'avais fait avec les associés, où je me suis associée avec les mauvaises personnes. Donc, je me suis dit, on fait un rendez-vous pure feeling. Est-ce que je me vois déjà avec cette personne au quotidien ou pas? Et ensuite, il a fait plein de calls. Il a eu mes investisseurs. Il a eu les mecs qui m'ont fait ma levée de fonds. Il a eu l'expert comptable. Il est venu dans le sud rencontrer toute l'équipe. Et quand tout le monde a validé, j'ai validé. Ok, ouais. Ensuite, il est arrivé en COO et à la fin de la période d'essai. Donc, au bout de 4 mois, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment le binôme qu'il me fallait. Je l'ai passé DG. Voilà. Ok, ouais, très clair. Bah écoute, trop cool. Avant qu'on passe à la suite du live, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi la première chose que tu vas faire quand tu sors du confinement? La première chose que je vais faire, c'est une bonne question. Des biscuits pour commencer. Ouais, de fête. Mais probablement aller chez le coiffeur aussi. Comme je te comprends, ouais. Ok, bon, bah trop cool. Merci beaucoup d'être venu, Chantilly, d'avoir participé. Et on se tient au courant. De toute façon, on doit se recapter pour d'autres trucs. Ça marche. À bientôt. Ça roule. Bonne soirée, ciao. Donc, ça continue. Hop, je vais prendre les requêtes et je vais inviter du coup Alice à nous rejoindre. Putain, c'est passé très très vite. J'ai pas vu le temps passer. On va dépasser 1 heure, c'est pas grave. Salut Hello, Alice, ça va? ça va et toi? Ouais. Attends, tu Toi- vas me dire si tu m'entends bien, si je le pose comme ça, là. Ouais, c'est bien là. On est bon, là? Ouais, très cool. Attends, l'orientation de la lumière, tout ça. Franchement, Tac. on est à la maison de toute façon. Attends, Oh, je quel me mets pull, dis. bien. Attends, je ferme la fenêtre, j'arrive. Vas-y, ouais. Visiblement, les gens sont contents de te voir. Wouh! Bon, tu sais que c'est la première fois que je fais un live Instagram. Eh ben voilà, super. Bah, tu sais que, enfin, moi, c'était mes premiers lives aussi assez récemment là. Et en vrai, c'est incroyable. Merci, ouais, j'ai des petits tableaux comme ça. Non, mais On trop content de reste te chez toi. recevoir. On est chez toi, là, Valentin? On n'est pas chez moi, on est chez ma copine. Tu sais très bien en plus, je fais la maline là. Parce que, attends, faut le dire aux gens, c'est quand même grâce à Gold Up que tu as rencontré ta meuf, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci Gold Up. Big up Voilà. à Gold Up. Big up à Gold Up. Non, mais trop content du coup de te recevoir, ça fait trop plaisir. Bon, raconte-moi, comment ça s'est passé toi ces dernières semaines? C'est la guerre. Ouais, Valentin, c'est la guerre. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé beaucoup trop vite. Je t'avoue, je commence seulement à faire des nuits normales là. Si je dois te faire un peu un récapitulatif de tout ce qui s'est passé, ça a été vraiment un marathon, genre on a été, enfin voilà, j'ai pas vu le temps passer. Donc en gros, le jeudi, juste avant que Macron fasse
prise de parole, la première prise de parole et annonce le confinement. On fait partir une newsletter où on dit à tout le monde, ok, pas de panique, mais par contre, faut acter. Et l'action, ça va être confinement, enfin, ça va être remote work. Même si c'est pas encore annoncé, on sent qu'il faut aller dans ce sens-là. Et on va switcher online. On dit ça, mais on sait pas encore comment on va faire. On balance la newsletter. Macron, le soir, dit « Ok, c'est fini, tout le monde à la maison ». Non, il le dit pas encore. Il dit « Ça va être dur, je crois ». La première intervention, il dit pas encore confinement, mais il incite largement à rester chez soi. Le week-end, on part à la campagne juste avec les fondateurs Nicolas, Oussama et Balthazar Mathias, les directeurs de The Family. Et là, on est en mode ok, c'est la merde, c'est la guerre, restructuration. On prend des décisions dures. On décide donc de se séparer d'une partie des gens dans l'équipe. On décide de se refocus sur deux grands objectifs qui sont il va falloir envoyer du care pour nos fellows, pour les startups de The Family. Parce que là, c'est la crise, ils vont en avoir besoin plus que jamais. Et 2, il va falloir envoyer du love aussi au reste de la communauté en mode switch pour les événements online. Et à partir de lundi, donc on fait un big meet-up avec toute l'équipe sur Zoom online. On annonce toutes ces décisions. On met en place le plan. Et là, c'est vraiment branle-bas de combat. Donc en gros, tu as Oussama qui est au Caire avec les fellows, qui va enchaîner les calls. Tu as Nicolas qui est sur la partie restructuration avec toute l'équipe légale pour mettre en place les décisions donc du cost-cutting et de prendre le pouls aussi de toutes nos startups pour savoir comment elles vont. Et puis, tu as moi qui suis aux manettes pour à la fois un peu de care fellows en termes d'événementiel, mais aussi surtout du care pour le reste de la communauté. Donc, on va inventer of the night des événements. Donc, on va créer les Good Vibes Only. Tous les midis, j'interview un entrepreneur que je kiffe. C'est gratuit, c'est en ligne et les gens commencent à venir et kiffent. Et tous les soirs, à 18h, tu as une war room pour nos fellows dédiés sur des sujets, sur les sujets qu'il faut traiter, quoi. Donc, typiquement, cost cutting. Tu as un mec qui est venu parler de la crise. Il s'appelle Marc Fiorentino, qui est un expert assez génial, qui te raconte, bon, bah voilà, les gars, moi, j'ai vu 1000 crises. Je vous explique comment ça se passe. Et puis, tu as, donc voilà, ça c'est pour les événements vraiment pour nos fellows, des cyberdrinks aussi, parce que c'est hyper important de sociabiliser, de rester connecté, voilà, où les gars peuvent se lâcher, ils peuvent raconter tout, on peut se parler. Donc voilà, et puis oui, et puis en une nuit, j'ai changé le site internet de The Family. Enfin, j'ai passé toute la nuit, mais j'étais avec mon équipe, j'ai une équipe de ouf. Et en fait, ce que tu vois dans ces moments-là, ce que j'ai vu là ces 2 dernières semaines, c'est vraiment comment on a une team de ouf, quoi. Voilà. Donc voilà, demain, j'ai vu que tu avais passé le message et c'est chambé. Il y a le co-founder. Ouais, vous organisez plein d'événements là. Parce que là, Ouais. là tu viens de sortir du coup du Remote Summit que vous avez Remote organisé. Summit, qui n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Qui est vraiment de la balistique. Ok. L'expérience, autant l'outil qui est génial, Opin, je sais pas si tu connais, mais on a commencé à faire tous nos events dessus, c'est vraiment de la balle. Ça permet de faire que les gens, ils interagissent, ils suivent un speaker, ils peuvent poser des questions. Après, tu peux faire des random one-on-one, un peu en mode chat roulette, tu network, tu peux même faire du business là-dessus. Enfin, voilà. Donc, pour suivre les événements, les amis, c'est sur thefamily.co. Hein. Demain, on fait un bête d'événement pour trouver ton cofondateur. Ça va être fat. Je vais faire une petite intro sur c'est quoi les questions à poser quand tu cherches quelqu'un, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et comment tu fais pour trouver ton Oussama, quoi. Bah, franchement, ça vend du rêve. Ça vend du rêve. On a fait tourner hier dans la newsletter. Pour ceux qui suivent la newsletter de Coup d'État, vous avez une petite réduction dans la newsletter de Coup d'État. La plateforme de chat, ça s'appelle Opin. C'est HOPIN. Et du coup, The Family va commencer à organiser plein d'événements. Il y aura des CTO. Est-ce qu'il y a déjà des mecs qui m'ont écrit, qui me disaient, ouais, moi je code en ceci, en cela. Est-ce que c'est pour moi? Je dis oui, viens. Bon, après, ils sont plus rares hein, que le reste.
C'est toujours pareil. C'est toujours pareil dans les trucs de tech. C'est très demandé. Ok. Donc du coup, c'est grosso modo le bordel. Il se passe plein de choses. C'est le chaos. Vous êtes habitué au chaos chez The Family. Bon, je vous connais depuis un petit moment. Je le vois quoi. Oussama C'est disait ça l'autre revigorant. jour. C'est revigorant. Ouais. C'est le mot gentil pour dire c'est compliqué. Mais ok. Donc là, vous avez dû vous séparer de gens chez The Family. Pour quoi? Pour réduire les coûts? À quel moment tu te dis que c'est ça qu'il faut faire? À quel moment que tu te dis on Mais devrait t'as les pas le garder? choix. T'as pas le choix, tu dois t'adapter. On a un business qui vit sur deux choses, l'investissement et l'événementiel, la formation. Les deux sont, sont en péril en ce moment, donc il faut que tu prennes des décisions. Et tu sais que si tu les repousses, et si t'es so-so, et si tu sais pas trop, ça va te revenir en pleine face. Donc c'est des décisions qui sont hyper dures à prendre. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on est quand même une boîte. Les gens nous rejoignent vraiment pour la mission. Les gens qui ont plus de boulot là, parce qu'il n'y a plus d'événementiel, il y a une partie des gens qu'on a mis en chômage partiel, d'accord. On va retrouver du boulot ensuite, l'activité elle va reprendre. Euh, mais si tu veux, là, les décisions qu'on a prises de séparer de certaines personnes, bon ben, c'est des gens qui sont extrêmement doués, qui ont vécu une aventure géniale, qui rebondissent d'emblée, qui sont déjà dans leur prochaine aventure. Donc c'est difficile d'un point de vue humain de séparer de gens que t'aimes, mais tu ne mets pas en péril. C'est pas aussi lourd que, tu vois, certaines, je pense que là, il y a certaines entreprises qui ont pas d'autre choix que de mettre des gens, tu vois, de quitter des gens qu'ils aiment et Ouais, qui complètement, ouais. ont pas cette chance, tu vois, de pouvoir rebondir, tu vois, retrouver un boulot directement. On est un peu privilégié de ce point de vue-là. Ok. Mais donc du coup, là, vous restez à combien dans l'équipe en tout? En tout, on est 20 là. Ok. Et donc ça bosse du coup, tout le monde a switché sur l'organisation des événements et le Le care des care pour les fellows. fellows, Il et y a le puis, care. Donc le care, c'est de prendre soin des fellows et les fellows, c'est toutes les startups de The Family. ouais, Toi, tu es en contact un peu avec des startups là? ouais. Ouais. Et alors, c'est quoi les trucs qui t'ont le plus impressionné dans cette situation? Ben, tu as tous les cas de figure, mais globalement, ce ne sont l'entrepreneur ceux que j'ai vus en tout cas, n'est pas du type à paniquer. Enfin, tu vois, bon, alors typiquement Teddy de Hitch, lui, c'est, écoute, une crise de plus, une crise de moins. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà, il te raconte sa garde à vue quand c'était la crise avec les taxis. Il arrive à prendre du recul et à prendre de la distance. Et surtout, ce qui m'a impressionné avec Teddy, c'est à quel point il a impliqué ses équipes tout de suite dans la suite et dans sa stratégie, tu vois. Il a dit, bon, bah voilà, on n'a plus que 20% de trafic par rapport à ce qu'on faisait. Qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer pour Itch? Et donc, il leur a fait répondre à un petit questionnaire. Et puis, il avait anticipé les réponses des gens qui sont plutôt pessimistes. Et puis, il a dit, alors, effectivement, il y a des choses du contexte qu'on ne peut pas maîtriser. Et puis, il y a des choses qui tiennent qu'à nous, qu'on peut maîtriser. Donc, si, par exemple, il y a cette nouvelle panique du virus, même après la crise, et en quoi Itch peut se transformer? Et ben dans Itch, peut-être qu'il y aura une protection entre le chauffeur et le passager. Peut-être qu'il y aura, tu vois. Et en fait, il a réussi à impliquer les gens dans projetez-vous, qu'est-ce qui va se passer après et comment est-ce qu'on peut déjà transformer la boîte. Donc ça, c'est le genre d'attitude que je vois quand même pas mal. Beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, tu vois, Nestor qui livre des plats dans les hôpitaux, My Diaby qui a créé sa plateforme de télémédecine et qui a rendu gratuit pour les médecins le Elle truc pour vient lundi désencombrer d'ailleurs. Ouais. les hôpitaux. Il y a Mansa qui file des crédits et qui a doublé sa customer, son SAV en gros, pour pouvoir répondre aux besoins des freelances qui ont besoin de faire des emprunts. Mais en fait, des exemples comme ça, j'en ai dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'on a refait aussi le site de The Family entièrement le week-end dernier, en mode on veut mettre en avant
cet état d'esprit-là, parce que si tu as envie d'être dans l'angoisse, on l'est tous, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on a tous des gens là qu'on connaît qui vont pas bien. Et la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de rester chez soi, de penser à eux. Et voilà. Et donc, tu peux vite tomber dans le cercle vicieux de l'angoisse. En plus, tu vois les chiffres qui montent. Tout ça, c'est mathématique. Donc, tu vois les courbes, tu lis les articles, on est bien informé. Bon, tu sens qu'en plus, on va prendre cher. Tu as peur aussi pour la suite de qu'est-ce qui va se passer parce il va y avoir, enfin tu vois, ça va être difficilement acceptable parce que enfin la gestion de la crise, quand tu regardes, on n'a pas de masque, on n'a pas de trucs respiratoires, on n'a pas la base en fait. Donc allô, tu vois, moi j'ai un père qui est médecin, il est chef de service en hôpital. Alors il l'est plus, il a pris sa retraite en juin dernier, mais je te jure, mais merci, heureusement quoi, parce que ça fait genre 10 ans que tout le temps il nous rabâche que l'hôpital est en crise, il n'y a pas assez de lits. Il y a une gestion des hôpitaux comme si c'était des entreprises en fait, alors que ça l'est pas. Il y a pas, tu vois, tout doit être en flux tendu, at cost. Sauf que typiquement dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai divagué aussi loin, mais Si, parce non. que tu disais, on est tous dans l'angoisse, puis t'es Voilà, parti on est dans tous là-dedans. On est tous pourquoi. conscients de ça, exactement. On est tous conscients de cette pesanteur et de ce moment qu'on est en train de vivre ensemble. Et donc, ce en quoi on peut contribuer, c'est évidemment soutenir toutes ces belles initiatives qui vont dans le sens de aider les soignants. Et c'est garder la foi, garder la bonne vibe, c'est maintenir le moral des gens, des troupes, c'est s'envoyer plus d'affection que d'habitude. Enfin, voilà, tu vois. C'est un peu compliqué ces lives Insta parce que tout le monde parle en même temps et il y a des trop bonnes blagues. Et Vas-y, c'est quoi effectivement, les genre blagues? là, en termes de live, c'est bien. Tu vois, il y a un mec qui dit ouais, faut créer une boîte qui crée des plexiglas dans les VTC, c'est maintenant, tu vois. Et je trouve il y a un vrai truc dans la communauté effectivement de Family là quand dans le Slack vous avez créé le nouveau channel Slack Fellow Covid où il y a toutes les opportunités, enfin toutes les trucs légaux, etc. dont on peut avoir besoin en tant que boîte et tout ça. Il y a un vrai rassemblement. Toi, tu penses que enfin, on sait tous que ça va changer beaucoup de choses en profondeur, même après le confinement. Euh, Si tu devais faire des prédictions, tu dirais quoi? Euh, je suis pas une experte en crise. Et puis j'aime pas trop non plus, tu vas me prononcer. Ce que je peux te dire, c'est ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est que voilà, on apprend tous d'un coup à être dans la navigation à vue. On n'a pas d'autre choix. On vit dans notre chair une expérience là, tous ensemble. Tu vois, genre on, on est confinés. On est tous confinés à la maison. Donc c'est comme si, de manière forcée, tu avais, je sais pas combien de milliards on est là, confinés chez nous. Hein. 3, ouais, plus de 3. Ouais, t'imagines le truc? Donc on est 3 milliards d'humains à vivre une expérience commune, à souffrir de la distance. Alors pour certains, je pense que c'est pas du tout la même chose. Il y en a qui se font chier. Il y en a qui sont sursollicités de DM, de live, de Zumba, de je sais pas quoi. Tu vois, chacun le vit un peu différemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous manque le bonheur de marcher, de courir, tu vois, l'insouciance d'aller voir les gens qu'on aime, de les prendre dans nos bras, etc. Donc, on vit tous cette expérience un peu forcée. Et d'un point de vue très pragmatique, on n'a jamais eu autant, toutes les générations confondues, utiliser des outils comme Zoom, comme Facebook Live. J'ai l'impression que Facebook Live, tout le monde est en Insta Live là, tu vois. Donc, tu as cette espèce d'onboarding géant, onboarding mondial. Tout d'un coup, la technologie n'est plus seulement un truc de connard, tu vois, qui sert à hijacker ton cerveau pour faire élire Trump, grosso modo. Tout d'un coup, ça peut aussi servir à nous unir et ça peut être au service de la connexion. Voilà, ça c'est d'un point de vue, tu vois, c'est un peu la vision qu'on peut avoir sur ces outils. Et puis aussi, quelque part, ça repositionne les priorités, tu vois. Genre, on avait tendance à se la péter, les Westerners. Là, tu vois, les États-Unis, l'Europe, comment on est en train de gérer cette crise par rapport aux pays asiatiques, mais genre, grand respect pour les pays asiatiques. Tout le monde a lu les articles sur la Corée du Sud, la manière
sans se poser de questions, les gars. Ils sont pas fait de grands débats philosophiques sur la gestion personnelle des données, des datas. Bon, ok, c'est simple, les gars. On va suivre où sont les virus et on va les maîtriser au maximum. Euh, Bien sûr que ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait des données. Et je suis pas en train de dire pour ou contre. Je dis juste que dans certains endroits, en fait, il n'y a pas eu de débat et les choses se sont organisées et ça force le respect. Tu vois, la façon dont ça a été géré dans d'autres pays. Donc, euh, donc voilà. Et en même temps, tu vois, j'ai pas envie de tirer de leçons maintenant parce que c'est beaucoup trop tôt, parce qu'en fait, il va se passer encore plein de choses. Parce que là, la façon dont c'est en train d'être géré aux États-Unis, moi, ça me fait flipper. J'ai ma sœur qui vit à Los Angeles. Je vois que c'est du grand n'importe quoi et que bon bah autant tu peux avoir une marionnette pour faire des effets d'annonce et des coups de com', mais quand il y a une pandémie comme ça, enfin, faut juste être efficace, pragmatique et pas débile. Et que là, Ouais. c'est Là, on n'y est pas. Ouais, ouais. ouais, effectivement. Mais, euh, mais ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ok, bah, ouais, ça m'a coupé la chic, mais super. Désolée, j'ai un peu cassé l'ambiance. J'ai un peu Oh la cassé vache, l'ambiance. il y avait une si bonne énergie, on était là. Et en fait, c'est vrai que c'est quand même pas tout rose, Mais non, mais effectivement. c'est ça aussi, tu vois, pour en revenir aux entrepreneurs, c'est que c'est pas des optimistes, idéalistes, décorrélés de la réalité. Ils ont conscience de la réalité, ils ont conscience de cette difficulté, de cette gravité, mais néanmoins, ils sont capables aussi d'emmener vers le positif. Voilà. Et comme on est tous en train de transvaser vers un modèle entrepreneurial, hein, globalement, c'est un peu une leçon pour nous tous, quoi d'être comme ça, c'est-à-dire d'être au fait de ce qui se passe, ancré dans la réalité, de suivre, mais de garder le cap sur faut rester positif, faut rester soudé, faut se soutenir. Complètement. Complètement, et en fait c'est ça qui est trop bien, c'est on en parlait l'autre jour avec Oussama dans un précédent live aussi, c'est que enfin au final naviguer à vue comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'on fait tout le temps en entrepreneuriat quoi. Genre il y a un moment où tu peux pas prévoir sur le trop long terme, le seul truc que tu peux faire c'est rêver un minimum et essayer de te rapprocher d'un rêve qui est accessible en prenant en compte la réalité du moment, même si elle est compliquée ouais. Bah, ça fait plaisir. T'as mis une bonne énergie, ça m'a reboosté ma journée là. Philosophie! Ouais, bah, c'est cool. Je suis contente d'avoir fait ce live avec toi, Bah, Val. moi aussi, je suis très content. Et ben, on refera ça si tu veux. Attends, j'ai juste une question, Val. Quand tu Dis-moi. fais un live comme ça, Mhm. en direct, est-ce que les gens qui sont sur mon Insta, ils voient que je suis en live? Ouais, je pense que ouais. Je pense que tout le monde a une notif qui dit que t'es parti en live avec moi. Je suis partie en live avec toi? Ah, c'est énorme. Ouais, Ok, mais donc ça veut là, dire c'est que ce ma que, communauté, ouais. elle a suivi là, potentiellement. Ouais, là, il y a plein de gens. Je pense qu'il y a des gens qui sont tes potes et tout qui nous ont écrit en live là. Ouais, trop cool. Alors, il y a Ok. des gens qui disent oui, non. Mais visiblement, ceux qui disent oui, c'est les gens de ta communauté. Ok, non, mais il y a Donc ouais. l'experte Ophélie et il y a ma copine Nirina. Je pense pas que Nirina a suivi Coup d'État. Enfin, peut-être, quoique, mais c'est ma pote. Donc, Ouais. ok, chambé. Les amis, venez demain. Je fais ma pub, tu m'autorises. Vas-y, fais ta pub. Pour tous ceux qui veulent profiter de cette période pour créer, pour rencontrer leurs teammates, pour monter une nouvelle boîte, c'est le moment. Demain, on fait co-founder, Meet Your Co-founder. Ce sera toute la matinée. Ce sera avec moi et tous les gens qui veulent rencontrer leur cofondateur. Voilà, voilà. Bah, trop Merci cool. Val. Merci à toi, Alice. Bonne soirée. Bye bye. Ciao. Ah, bon, bah, ça, c'est cool. Ça fait toujours du bien de voir Alice, surtout dans des moments comme ça. Elle cartonne. Elle est incroyable. On va enchaîner, du coup, et terminer. Il nous reste un petit quart d'heure si on veut rentrer dans l'heure qu'on avait fixée, avec Jedi. Donc, Jedi, il est growth hacker. Donc, on va passer sur un autre sujet un peu plus technique et un peu plus acquisition. Mais aussi, il a interviewé plein de CEO de boîtes sur leur façon de réagir à la crise. Donc, il va aussi avoir des éléments à nous donner. Je vais l'inviter à rejoindre le live. Et du coup, pour le truc d'Alice, ouais, effectivement, c'est payant. Hello, Faudra regarder. Salut Jedi, yo, ah, tu ça frise m'entends? un peu. Vous, vous m'entendez là? Moi, je t'entends. Ouais. Ouais, moi je t'entends, ça frise un tout petit peu, mais je t'entends. Vas-y. Ok, cool.
Donc oui, c'est vraiment, c'est Super. son vrai prénom. Je C'est frise le vraiment. running gag général. Attends. Euh, où est-ce que t'es pour qu'il fasse beau comme ça? Ouais, c'est mon vrai prénom, effectivement. Alors, je suis en Belgique. Tu sais, de base, j'habite à Paris, mais je suis revenu en Belgique chez ma maman. Je me suis dit qu'avec un jardin, là, je sais pas si vous pouvez voir, avec un jardin, ce serait Oh, quand ça même mieux pour régale. combattre le coronavirus. Ah, le Et du bâtard. coup, du coup, je suis revenu aux sources en Belgique. Ouais. Ok, trop cool. Bon, toi, donc t'as bougé en Belgique. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé ces dernières semaines pour toi? Alors, récemment, donc moi j'ai quitté The Family, j'étais employé de The Family en novembre 2019 et en début janvier 2020, j'ai décidé de lancer une boîte avec un ami qui s'appelle Shubham. On a lancé une boîte dans le monde de la fintech, plus spécifiquement, on a essayé de faire du crédit pour des étudiants en fin de cycle qu'on vendait sous forme d'avance sur futur salaire. Je passe tous les détails techniques, mais on avait démarré la boîte, on avait commencé à faire de l'acquisition sur une landing page sur la proposition de valeur. En moins d'un mois, on a eu 800 demandes de crédit pour un coût d'acquisition ridicule. Et donc, pour nous, la next step, c'était d'aller trouver un partenaire bancaire pour pouvoir délivrer ces fameux crédits. Et ouais, alors, je vais vous mettre le lien en même temps en live, là, parce que je vois les commentaires. Et, et en fait, on a eu donc nous, il nous fallait un partenaire bancaire et il fallait qu'on fasse aussi une levée de fonds. Donc, en parallèle de faire donc des business angels pour essayer de faire une Attends, première levée de fonds. Et en on t'a parallèle de ça, trouver un perdu, partenaire bancaire. on t'a On avait perdu commencé à 30 parler secondes. avec plein de types de partenaires bancaires. Les choses avançaient bien, et puis le coronavirus est arrivé. Tu m'entends toujours? Je te vois plus. Je t'entends toujours, ouais. Genre là, c'est Ah, revenu. Je pense qu'on est un peu décalé, ça mais c'est frise, revenu. ça va plus. Tu m'entends toujours? Ouais. Merde. Voilà, la Belgique, c'est- Ouais, tu m'entends là? Ouais, je t'entends. J'ai un jardin, mais j'ai pas de wifi. C'est le deal à faire. Ok. Ok, je m'étais arrêté où? Du coup, enfin pour vous, je Tu m'étais disais que arrêté vous où? aviez vu pas mal de banques d'affaires et que du coup, le coronavirus était arrivé et que vous aviez dû Ouais. arrêter vos Oh, activités. ouais, c'est ça. En gros, coronavirus est arrivé. Plus de réponse d'aucune banque avec qui on avait déjà eu des rendez-vous. On attendait des introductions supplémentaires. Plus de réponse des investisseurs potentiels. Donc, en fait, c'était silence radio. On a fait plein de relances. Rien du tout. Donc, on a décidé de mettre en stand-by l'activité et d'essayer de trouver des alternatives sur autre chose. Peut-être lancer d'autres produits ou en tout cas faire quelque chose et ne pas rentrer dans une inertie, enfin ne pas être inerte et essayer quand même de continuer à faire des choses malgré que l'activité soit arrêtée, que ça soit surtout toujours sur la même niche ou sur d'autres types de niches ou sur d'autres types de produits, mais essayer de faire quelque chose. Donc moi j'ai repris une ancienne newsletter que j'avais commencé il y a quelques mois, j'avais arrêté, donc je l'ai reprise. Donc, je fais des interviews d'entrepreneurs et où je leur pose la question, tiens, toi, le coronavirus, comment tu le gères? D'ailleurs, je t'ai passé dessus cette semaine. Et j'ai aussi lancé une autre communauté. Ça, je l'ai fait il y a 3 jours. Donc, avec pas mal d'amis qui sont dans le milieu des startups, on fait de l'investissement perso. Donc, ça veut dire qu'on apprend à gérer notre budget mensuellement et on apprend à dégager un montant de notre budget et à réussir à l'investir, que ce soit dans les crypto-monnaies, dans la bourse, dans les startups early stage. Et je me suis dit, tiens, pourquoi on ne créerait pas une communauté autour de ce sujet-là, pour essayer d'éduquer les gens et de partager un maximum d'informations là-dessus. Et donc, j'ai créé ça il y a 3 jours. Ça a très bien pris. On est plus d'une centaine maintenant sur un groupe privé Slack où on se partage un maximum de tips sur le sujet des finances perso. Et, euh, et donc voilà comment j'occupe mes journées, c'est surtout en animant un peu la communauté et en lisant beaucoup de choses. Enfin, j'essaie de lire un maximum de choses. Je passe peut-être trop de temps sur Twitter, certainement. Alors c'est quoi Slack? C'est une communauté. Je me permets de répondre aux questions Ouais, ouais, en dessous parce bien qu'en fait je sûr. les vois. Mais je suis Slack pas sûr c'est. que dans le replay, les gens vont voir les questions. Du coup, la Ah question, ok. c'est quoi le Slack? C'est quoi le nom du Slack et comment on peut y accéder? Ah ouais. Attendez, je vais vous mettre ça maintenant. Désolé. Je vous mets ça là. Euh, voilà. Ah merde, il y a une correction qui se fait. Visiblement, ça intéresse les gens. Ouais. Ah, t'as bugué, du coup, tu m'écoutes plus. Mais, c'est Ouais. bon.
Des groupes comme ça, j'en Ouais, avais passé pas mal depuis le début du confinement, ouais. des gens qui veulent saisir les opportunités, etc. Je trouve que c'est une très bonne Mm, pratique. On va essayer de regarder sur Coup d'État. Je sais que dans le Slack, il y a des gens qui commencent à faire un peu ça dans le Slack de Coup d'État. cool. Mais ouais, trop cool, trop cool. Donc Et inserto.substack.com. ouais, en gros, ça démarre par une newsletter et en fait, si tu laisses ton email, tu reçois une invitation Slack. Je vais bloquer certainement les invitations à un moment donné pour pas être trop sur un Slack et qu'il y ait des gens qui commencent à ne plus répondre, à plus interagir et du coup ça fasse des chiffres inutiles. Mais pour le moment, les invitations sont ouvertes, donc vous pouvez y aller, quoi. Ok, trop Donc cool. voilà grosso modo ce que je fais. Et Ok, j'essaie de top. voir aussi, j'ai des amis, typiquement mon associé sur Flouze est en train d'essayer de lancer une boîte justement. Il essaie de saisir les opportunités du marché actuel pour essayer de lancer une boîte. Donc je suis un peu de près, de loin, tous mes potes qui essaient de saisir, comme je le dis, des opportunités actuelles avec le coronavirus. Ok, trop cool, trop cool. Bah justement, j'ai eu pas mal de questions pour toi en amont de ce live avec la story que j'ai faite pour te présenter. Ok. Et du coup, il y avait beaucoup de questions, comme je t'ai introduit en disant que tu avais créé des muses, etc. Il y a eu beaucoup de questions sur les Mhm, muses. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. mhm. Notamment toi, enfin, en fait, c'est marrant parce que là, tu me parles et je le vois, ton process cérébral dès qu'il y a des opportunités, OK, je vais me mettre dessus. C'est quoi, ce serait quoi, toi, pour toi, un bon process pour réfléchir à des idées de muse, sachant qu'une muse, pour ceux qui ne savent pas, c'est une boîte qui a vocation à grossir au début et ensuite à demander un minimum d'effort en tant que fondateur de la boîte pour un revenu Ouais. qu'on appelle passif la plupart du temps, pour essayer d'obtenir une certaine liberté financière sans forcément vouloir faire une start-up ou une boîte gigantesque ou une PME, mais rester à un niveau raisonnable de croissance pour y investir le moins de temps possible et pouvoir faire ce qu'on veut à côté, quoi. C'est ça. Bah, tu as deux façons de voir l'approche. Soit c'est purement opportuniste, et donc en fait tu fais n'importe quoi du moment où ça te fait rentrer de l'argent et au moment où c'est automatisable le maximum possible. Soit alors tu essayes de trouver une passion et, en fonction de cette passion, d'essayer de voir comment tu peux capitaliser sur cette passion et de la force de travail pour réussir à dégager de l'argent. Là, pour le coup, ça a été les deux en un. C'est-à-dire que moi, les finances perso et la gestion des finances perso et investir, c'est un vrai kiff chez moi depuis plusieurs années. Euh, je sais que c'est un sujet important, c'est un sujet tabou en France, ça l'est beaucoup moins aux États-Unis. Et en plus de ça, là, avec le coronavirus, bah, les marchés sont en total, ils sont fucked up. Donc, ça part en couille. Donc, il faut faire attention. Faut faire très attention, faut pas faire de bêtises. Mais c'est une opportunité pour essayer de saisir des bons deals. Donc en fait, il y a eu le côté opportuniste, que c'est le bon moment, et le côté c'est aussi une passion. Donc en fait, je mélange les deux. Donc en fait, je listerai juste mes passions. Souvent, moi, je me pose la question, quelle est la chose sur laquelle je suis prêt à travailler tous les jours sans gagner d'argent pendant au moins 2 mois? Ok. Parce que du coup, au début, bah, ça te fera pas chier parce qu'en fait, tu kiffes. Enfin, ça te dérangera pas de pas gagner d'argent parce que ça va te faire plaisir de travailler dessus. Et donc, je liste comme ça une liste de passions que j'ai, de types d'actions journalières que je peux faire autour de cette passion, qui pendant 2 mois vont pas, ça va pas me déranger de le faire si j'ai pas d'argent forcément là tout de suite. Et en plus de ça, je pense que c'est intéressant aussi de faire quelque chose qui rassemble une communauté pour avoir du feedback permanent des autres. Typiquement, tu vois, avec le groupe, enfin le Slack sur les finances perso, j'ai fait un post sur, sur Facebook. Au bout d'une heure, j'avais une quarantaine de personnes intéressées. Je les ai invités sur la communauté. On a commencé à échanger. Et là, tous les jours, on échange du matin au soir. Et tu vois, c'est important pour moi d'en permanence avoir du feedback. Donc, essayer de faire quelque chose où tu peux réussir à ramener une communauté autour du sujet donné. Alors, c'est pas facile pour tous les business, mais en tout cas, pour ceux que je fais là actuellement, c'est possible, quoi. Donc voilà, lister les passions, essayer de voir s'il y a une opportunité qui tourne à la ronde. Et en plus de ça, essayer de voir s'il y a une communauté qui peut être créée autour de cette passion. Et aussi, typiquement, tu vois, là, la communauté, et j'ai pas forcément, je l'interprète pas ça comme une muse actuellement, parce que j'ai pas de volonté de monétiser quoi que ce soit. Pour moi, c'est juste une communauté où on partage des choses. Et en fait, tous les jours, j'essaie de poser aux gens dans la communauté, tiens, toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir de voir
prochainement, qu'est-ce qui t'apporterait vraiment de la valeur et qu'est-ce que tu serais prêt à payer à un moment donné dans la vie de la communauté, tu vois. Et donc, j'utilise aussi ces feedbacks pour voir, du coup, par après, comment moi je peux monétiser ça. D'où l'importance de commencer avec une communauté qui te permet d'avoir des feedbacks en permanence. Mais sans avoir forcément l'objectif de gagner des thunes à tout prix dès le Exactement. départ Exactement. et faire ça, quoi. J'ai des gens qui m'ajoutent sur Snapchat, what the fuck. Lol. J'ai pas ouvert Snapchat depuis au moins 10 ans. Le confinement, ça fait des ravages. Non, ok. Toi, du coup, t'as eu quelques muscles qui ont bien marché. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler et nous raconter un peu comment ça s'est passé, genre Ouais. assez rapidement? Mhm. Alors, j'avais deux muses principalement. La première, c'est celle que beaucoup peut-être dans ta communauté connaissent, c'est le modèle du dropshipping. Alors là, c'était purement opportuniste, il n'y avait pas vraiment de passion derrière. Ça a été ma toute première quand j'ai fait il y a 3 ans et demi. Euh, Ça a bien fonctionné, pas au début. Au début, j'ai fait beaucoup de ratés, j'ai dépensé de l'argent dans le vide. Et ma troisième tentative de dropshipping, donc dropshipping, c'est un e-commerce où il n'y a pas de stock. C'est la commande est passée sur ta boutique à toi, mais l'information de la commande part chez ton fournisseur et c'est ton fournisseur qui livre. Donc toi, en fait, t'as pas de coût de stockage et tu as plein de coûts fixes qui du coup sont inexistants. Et donc tu peux focus sur le branding et c'est bon là? Ouais, Tout est bon? là c'est bon. Ah voilà. Ouais. Putain, désolé les gars. Il Vraiment. y a pas de problème. Ouais, donc je reviens. Donc je vous ai expliqué le modèle de dropshipping. Donc ça, là, c'est la toute première mise que j'avais fait il y a 3 ans et demi. Euh, Et tu ça vendais avait quoi sur ce... Alors, je vendais beaucoup de choses, mais le produit phare qui a bien fonctionné, c'était une brosse pour nettoyer des vitres. Donc, en fait, c'est une brosse magnétique que tu colles d'un côté de la vitre, tu colles l'autre bout de l'autre côté. Le magnet fait en sorte que les deux bouts se collent. La vitre, elle est au milieu, tu bouges un côté, il y a l'intérieur et l'extérieur de la vitre qui se nettoie. Voilà. Euh, donc je sais ça, ça avait très bien fonctionné. Ça avait très bien fonctionné. Je faisais l'acquisition principale, c'était sur Facebook. Je faisais de la publicité payante sur Facebook. Euh, et en parallèle de ça, j'avais lancé une autre. Ouais, en Voilà. fait, le live Instagram, il coupe à 1 heure pile. Ah, J'ai bah, pas passé et j'étais là, dans ma tête, je m'étais dit, on va faire un truc, genre, ouais, on revient après la pub et tout, mais en fait, pas du tout. ok. Donc, ouais, donc la brosse magnétique d'un Ouais, côté. alors ça c'était le dropshipping. Et puis en parallèle de ça, j'avais lancé un deuxième service qui était un service productisé pour le coup. Donc c'était pas un e-commerce, c'était un service productisé. Certains de ta communauté connaissent un peu le modèle, où je vendais sous forme d'abonnement un service ce service-là, c'était la croissance des comptes Instagram de mes clients. Et moi, en parallèle derrière, en back-end, en fait, j'automatisais un maximum d'actions sur leur compte Instagram pour qu'ils aient de la croissance. Euh, et ça, je le vendais sous forme d'abonnement. Et moi, derrière, j'automatisais la partie opérationnelle. Et ça aussi très bien fonctionné. Le premier dropshipping, il a duré plus ou moins 1 an et par la suite, je l'ai vendu sur une marketplace de achat-revente de business en ligne. Et le deuxième service, il s'est arrêté mi 2019. J'ai décidé de l'arrêter parce que j'avais d'autres choses à faire et que j'avais plus le temps vraiment de m'en occuper, sachant que même s'il n'y avait pas beaucoup de travail à faire, ça me prenait quand même pas mal de. Enfin, j'étais très très chargé, je pouvais plus tout m'en occuper, donc j'ai décidé de l'arrêter. Ok. Mais Tu ça ferais a du bien drop... fonctionné. Pardon. Vas-y, dis-moi. Tu ferais du dropshipping aujourd'hui? Aujourd'hui, vu la situation du coronavirus, Oui, non, je parle pas de ça. Je parle de plus. ok, Enfin, ok, quelqu'un a demandé non, un peu plus tôt dans le précédent live, ouais, c'est quoi l'avenir du dropshipping? Et je sais pas ce que t'en penses. ouais. Alors, si je devais faire du dropshipping, je le ferais, mais pas à long terme. Donc, en fait, je le ferai à court terme juste pour valider qu'il y a une audience sur un produit donné et que je sais la target comme il faut avec mes canaux en marketing. Donc typiquement, j'essaierai de trouver un produit qui est sur des sites comme AliExpress, par exemple, qui est similaire au produit que moi je veux vendre plus tard, avec mon propre branding, etc. Et je créerai une boutique autour de ce produit. J'essaierai de faire du marketing autour de ce produit. J'essaierai quand même de livrer
grâce au dropshipping. Mais au moment où je vois que c'est bon, j'arrive à avoir un canal d'acquisition stable sur ce type de produit, j'arrêterai tout de suite le dropshipping et j'essaierai d'internaliser la production du produit, le branding, etc. Tu vois. Donc, en fait, Pourquoi? j'utiliserai ça comme un test. Parce que le problème du dropshipping, c'est que tu as des livraisons très longues. Actuellement, là, si tu fais du dropshipping, la livraison, c'est 3. Donc c'est long. En fait, le problème de dropshipping, tout le problème de dropshipping, c'est le customer support et l'expérience client qui est dégueulasse, quoi. C'est qu'en fait, tu commandes un produit que tu as envie tout de suite, tu le reçois 3-4 semaines après, et souvent il y a de mauvaise qualité, même si en fait, si tu fais bien attention à ton fournisseur, il peut quand même être de bonne qualité, mais là, pour la plupart du temps, c'est quand même de la mauvaise qualité. Donc je l'utiliserai comme outil pour valider un produit sur un marché donné et le fait que j'arrive à faire de l'acquisition avec des coûts d'acquisition intéressants. Et par la suite, alors, je pivoterai sur du produit internalisé avec mon propre branding, avec mes temps de livraison à moi, etc. Ok, Donc, très clair. donc voilà. Mais je ne ferai plus de dropshipping à long terme parce que la valeur n'est pas là, quoi. La valeur, c'est sur la qualité du produit et sur le comment dire et sur le fait que tes clients soient contents, quoi. Et déjà recevoir un colis au bout de 4 semaines, t'es pas content, quoi. Ouais. Ouais, il y a Fadeli qui dit tu le reçois quand tu le veux plus en fait. Exactement, Effectivement, ouais, exactement. effectivement, ouais. Ok, très clair, très clair. Et comment enfin, il y a pas mal de trucs dont on avait discuté d'automation. T'es très très bon Ouais, en automation. Tu parlais tout à l'heure d'automatiser un peu la croissance des comptes Instagram, etc. ouais. T'aurais deux, trois trucs à nous partager sur ça? Sur l'automatisation en général, Pas tu veux dire. si moi aujourd'hui je veux automatiser la gestion de mes comptes Instagram, Ouais. Alors déjà, euh, je ne le ferai plus, surtout parce que ok. la plupart des automatisations sur les réseaux sociaux qu'on connaît tous, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, etc., ça va souvent à l'encontre des règles d'utilisation de ces plateformes-là. Et chaque plateforme, de façon plus ou moins différente, combat l'automatisation. Faut savoir que Twitter ne combat pas du tout l'automatisation, donc en fait, tu peux tout automatiser sur Twitter et il te fera jamais chier. LinkedIn essaie de combattre, mais a du mal. Il y a beaucoup d'automatisation qui se fait sur LinkedIn. Typiquement, dans les processus de sales, tu peux automatiser la recherche de tes prospects, le premier démarchage, l'envoi de la première connexion, l'envoi du premier message. Tout ça, c'est automatisable. Et LinkedIn, si tu arrives à être assez smart et à être en dessous des radars, LinkedIn ne va pas forcément te bloquer. Par contre, Instagram maintenant est très 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 réticent sur l'automatisation et n'hésite pas à, pour une petite automatisation, te bannir, te shadowban. Te shadowban, ça veut dire qu'en fait, si ton compte existe toujours, mais l'audience d'Instagram ne voit plus ton compte en fait. Donc en fait, il te shadowban. Enfin, je sais pas Ouais, comment ouais, traduire ouais. en français le mot. Donc c'est très automatiser Instagram, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Par contre, typiquement, tu vois, au niveau du processus de sales, si vos canaux d'acquisition, c'est par exemple LinkedIn et que vos clients ils sont sur LinkedIn, j'hésiterai pas à automatiser LinkedIn. Je vous donne un exemple avec la boîte là que j'ai essayé de monter dans le domaine du crédit. J'ai dû faire, enfin, je voulais faire une levée de fonds et il fallait que je lève 300 000 euros. Je me suis dit, bon, quel type de business angel je veux? Je veux des business angels qui ont de l'expérience dans le domaine bancaire. Donc là, j'ai été sur LinkedIn, j'ai été dans les filtres, j'ai pris un compte LinkedIn Premium, le premier mois est gratuit. J'étais dans les filtres, j'ai essayé de mettre un maximum de paramètres qui me permettaient d'avoir comme résultat uniquement des gens qui avaient bossé dans la banque, qui avaient plus de 10 ans d'expérience. Et j'ai automatisé mon compte LinkedIn pour les reach tous. Donc ça veut dire aller voir le profil, se connecter, envoyer un message. Je l'ai fait en masse. Je l'ai fait avec deux comptes LinkedIn, le compte de mon associé et le mien, en essayant d'avoir vraiment une bonne cible qualitative et d'envoyer un message quali. Et on avait en moyenne par jour 15 demandes de coups de fil de personnes qui travaillaient dans le domaine bancaire avec plus de 10 ans d'expérience. Donc potentiellement des business angels qui allaient être intéressés par notre produit, par notre solution et mettre un ticket dans la levée de fonds. Et Trop tu vois, bien. tout ça est automatisé, tu vois. La prospection était automatisée. Après la prospection, il faut que tu aies la bonne cible et il faut que tu envoies le bon message. Alors, je vois une question, comment tu codes ça? J'ai rien codé du tout, j'ai utilisé Phantom Buster. Il y en a certains d'ailleurs qui ont parlé de ça dans les messages précédents. Il y a Phantom Buster et il y a aussi un autre outil qui s'appelle Captain Data, qui est une boîte de The Family d'ailleurs.
qui te permettent de faire ça assez facilement. Il y a des guides, il y a des guides super simples sur Google, vous trouverez ça assez facilement. Bon, bah, trop cool. Trop Donc, cool. voilà. Est-ce que tu viens nous en parler dans la formation de trouver des clients là? C'est Grave, une petite interview à distance? grave. Après, ouais, à distance, du coup, c'est ça que je veux dire, Ah parce que bah là, ouais, c'est ouais, un peu compliqué. je viendrai bien avec toi dans ton jardin là, mais Avec ma connexion Wi-Fi. ah, Quoique sans là, déconner. ça va bien. Là pour l'instant ça va bien. Non mais ok. Bah écoute, Donc oui, on peut en parler plus en profondeur. Et si tu veux même, je pensais à ça, si tu veux de temps en temps, je sais pas si sur les lives tu peux faire ça, mais inviter des personnes. Si tu veux que des fois on prenne le business de quelqu'un de ta communauté et qu'on essaie de travailler sur son acquisition, ouais, tu vois, enfin, on prend des use cases de personnes et on essaie de trouver des idées, de brainstormer de façon bienveillante. Je suis là, moi. Je suis de toujours là. ouf. Bah tu cartonnes. De toute façon, ouais, sur trouver des clients là, on a des sujets de sales direct, dans le canal sales direct justement. Cool, On parle d'automation LinkedIn, donc on va faire des fiches, on va faire des trucs comme ça. cool. Donc voilà, j'en profite pour placer notre produit et puis on se tient au courant. Mais en tout cas, merci d'avoir Merci participé à ce encore. live, Bah, ça fait merci à hyper vous. plaisir. Désolé pour tous les bugs de Wi-Fi là que j'ai eu, mais merci beaucoup à vous et on se voit, on se capte au plus vite du coup. Ouais, on se capte dès que possible. Ciao Jedi, Ok. Ciao, ciao. à plus. Bon, bah voilà, ça faisait 3 personnes. C'était un bon petit coup de boost. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Je suis bien content. Merci à tous d'avoir participé. C'est trop cool. Ça fait toujours autant plaisir de voir que tout le monde est trop sympa et trop bienveillant et honnête et tout, et toutes les valeurs qu'on essaie de faire passer à travers la communauté Coup d'État. Donc, un tout grand merci. Je voudrais aussi vous remercier parce que depuis hier, on a lancé les précommandes de la formation Trouver des clients et on a des notifs qui tombent dans le Slack toutes les 10 minutes de gens qui achètent la précommande. On va très très vite être aux 250. Là, on a dépassé les 120, si je me trompe pas, alors qu'on a lancé hier soir. Donc trop content, trop content de voir qu'il y a un vrai engouement par rapport à tout ça. Et puis nous, on va tourner du coup les interviews en visio avec Jedi et avec d'autres sur les 19 canaux et sur tout le reste. Merci de nous avoir suivis. Le replay sera disponible sur YouTube en intégrale. Et il est sur Instagram aussi pendant 24 heures, comme d'habitude. Mais au-delà de ces 24 heures, on va le mettre sur YouTube. Il y a Alexis, The French Spirit Animal, qui va s'occuper de nous partager tout ça sur YouTube. On va vous mettre les extraits découpés un peu partout, sur Insta, sur Facebook, histoire de continuer à vous nourrir et à vous apporter d'autres choses que des chats mignons dans votre feed Facebook et des infos sur le coronavirus maintenant, et pouvoir vous mettre un petit peu d'entrepreneuriat dans tout ça. Donc, merci de nous avoir suivis, c'est trop cool. On se retrouve du coup mardi prochain pour un prochain live où il y aura de nouveau 3 invités. On vous en parle un peu plus en détail dans les stories qui vont suivre. Et puis restez ouf, restez incroyable comme vous l'êtes. Et puis nous, on va retourner bosser et délivrer effectivement la formation et plein de nouveaux contenus gratuits. Je vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.